Est-ce que je suis le chemin qui est tracé et j'ai un salaire qui rentre et je me pose pas de questions et je peux subvenir aux besoins de ma famille et tout ça? Et du coup, c'est simple, je continue et tant que ça tient, ça tient. Ou alors, est-ce que je dis je pose les choses, je regarde ce que je peux faire, est-ce que j'ai le courage de changer, est-ce que j'ai la patience de prendre le temps de le faire, est-ce que je me jette à l'eau? Au début, on a tous envie d'avoir un bon boulot, un bon job, de faire un peu comme tout le monde. Finalement, c'est quoi qui est important? Est-ce que c'est continuer à être brillant et gagner de l'argent? Ou est-ce que ce qui est important, c'est se mettre vraiment au service de la société, au service des gens qui sont là, d'apporter tout son génie créateur à l'offrir au monde. J'avais soif de quelque chose. Je crois que c'est ça, il faut revenir à la soif. Même si tu es du bon côté apparemment de la barrière avec je dirais tous les avantages du pouvoir, si tu te rends compte que tu n'es plus en cohérence en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'époux, avec ce que le système économique t'impose de vivre et qu'on te dit c'est par là et pas autrement, eh bien tu te dis je m'en vais. Il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage qui nous faisaient encore dépenser plus d'argent, c'est-à-dire s'endetter pour peut-être mieux nous maîtriser encore. Et là j'ai dit non, là j'ai dit j'arrête. Il fallait mettre 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc on plafonnait les rendements et puis on sentait que la plante ne réagissait plus et la terre non plus. Et si nous, ça avait été la prospérité de notre ferme, elle n'était pas transmissible pour la jeunesse. À partir de là, sinon, la faut arrêter. Je me suis dit, on ne peut rien faire. On se bat contre des choses bien plus puissantes, en fait. Et puis, donc, j'ai fait comme beaucoup de gens, une période de désespoir, en fait, face à la crise. Puis un jour, je me suis dit non, je veux pas. J'étais sur mon canapé devant ma télé et il y avait les informations et je pleurais. J'avais plus envie de bosser, j'avais une tristesse comme ça profonde et plutôt que de me projeter, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui serait le truc qui aurait le plus de sens pour moi. L'objet de la structure, c'était diffusion de l'écologie scientifique. Or, on faisait des choses qui étaient de plus en plus privatisées, parce qu'on nous expliquait de fabriquer de la rareté pour arriver à créer du désir et à vendre des choses. Et je pense que ça, c'est tout à fait l'inverse qui doit être assumé dans l'économie sociale. Est-ce que je pourrais regarder mes enfants droit dans les yeux plus tard, quand ils me diront « mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde où on en est, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as râlé, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Moi, j'ai plutôt décidé de remonter les manches et puis d'y aller. Parce que leur dire tout va bien, il suffit d'aller à l'école, de bien travailler, et puis de faire un plan de carrière pour arriver sur le marché du travail, et puis simplement attendre que tout arrive du système tel qu'il est, eh bien, je n'y crois plus. On nous déversait de la morosité par kilo au JT le matin, midi, le soir. J'en avais ras-le-bol. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a tellement de gens qui font des choses bien, ils sont pas audibles, ils sont pas visibles, ça va pas quoi. Donc c'est ces gens-là qui m'ont donné l'énergie en fait. Rien que de le faire, c'est déjà une sorte de réflexion sur qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me dérange, comment je peux agir. Et voilà, c'est une forme de réponse qui moi me correspond. Tout ce qui est contestation est utile. C'est indispensable d'avoir des gens qui vont alerter sur les dangers, qui vont alerter sur quelque chose qui est en train de se tramer à un endroit ou à un autre. Mais il y a un certain moment où ça a une limite. Donc si on propose quelque chose d'autre, si on est pour, on est dans la construction. Et ce qui a intéressé les gens, c'est qu'au lieu de se battre contre, on faisait quelque chose de positif. Le geste, il est petit, mais c'est pas grave, on le fait. Par exemple, ma mère me disait, mets-toi en politique, si ça te plaît, tout ça, pour changer. Je fais, non maman, moi je ne changerai pas d'en haut, je veux changer d'en bas. Ce qui me motive, c'est quand je vois, par exemple, des jeunes qui ne croient plus dans le monde, en fait, qui se disent, mais le monde est pourri, les politiques, l'entreprise, enfin tout est pourri. Et quand on leur montre ce genre d'initiative, on sent que tout d'un coup, il y a un espoir qui renaît. Plus le monde va se crisper, plus on va être vu non plus comme des utopistes qu'on dégage d'un revers de main, mais comme des porteurs d'innovation qui sont peut-être la réalité de demain. Pour moi, il faut se recentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est le lien humain, c'est les gens, c'est nos familles, c'est nos amis, et il faut rester juste encore continuer à faire prévaloir des intérêts économiques, de travail ou de... Ok, c'est important, il faut vivre, mais il ne faut pas en être esclave, quoi. Je me sens dans une urgence de changement
tout seul, on ne fera rien. Donc c'est vraiment ensemble. Et j'ai le sentiment qu'il y a une montée de conscience, de volonté de faire autrement. On ne sait pas trop comment faire cette articulation. Donc il y a besoin ou d'espace ou de choses très concrètes sur lesquelles on peut venir matérialiser cette énergie-là. Faut-il la faire évoluer la société dans l'évolution de l'homme, dans l'indépendance de l'homme, mais pas dans la dépendance. Et moi, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai compris que j'étais comme ça, avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes fongicides, mes insecticides. J'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain. C'est comment peut-on préparer nos territoires à ce qui va nous arriver sur le coin de la gueule à une vitesse grand V, la disparition de l'énergie, le réchauffement climatique, les bouleversements que nos sociétés vont connaître. Et pour éviter que ce soit la guerre, pour éviter qu'on se déchire les uns les autres, est-ce qu'on ne peut pas, de loin, nous, citoyens, commencer à préparer un peu le terrain ? Quand on aura fini de manger tous les poissons, quand on aura fini de consommer, détruire les forêts, on se rendra compte que l'argent, ça ne se mange pas, quoi. Parce que si on laisse faire, effectivement, les gens qui pensent qu'il y a au profit à l'argent, le monde, il ira dans les profits et l'argent, il continuera à y aller et il s'écroulera. Donc s'il n'y a pas des gens qui ont envie de faire autrement, on se perdra tous. Donc moi j'ai envie de faire autrement, j'ai envie d'essayer. Nous sommes en plein accouchement d'une nouvelle civilisation. Et donc la vieille civilisation, elle est en crise et elle devient bête et méchante. Parce que la fin d'un système est toujours bête et méchant. Je prends un exemple, la bourse. Au début, on a créé la bourse pour mettre de l'argent à la disposition des entreprises. Bon. Qui est 5% de spéculation sur les 100%. D'accord. Une fois que c'est 97% de spéculation, there is a problem. Tu comprends? Donc nous sommes à la fin. Le système industriel n'est pas le système industriel, c'est un système industriel complètement perverti. La bourse est devenue un casino. Nos entreprises ne sont plus au service du bien commun, mais au service de l'intérêt de quelques particuliers qui en plus certains se comportent comme des brigands. Ça évidemment, c'est un système qui ne va pas aller loin. C'est pour de la croissance qu'on détruit les forêts, qu'on écume les mers, tout ça c'est pour la croissance, ce qui est complètement ridicule. Parce qu'en plus, c'est là où on voit l'humain, non seulement il est dépassé et subordonné à ses outils, mais il est lui-même devenu contingent. Peu importe l'humain, pourvu que le système triomphe. Voilà. Et c'est là, et ça c'est inadmissible. La croissance, et on est prêt à tout sacrifier pour ça, pour la croissance et satisfaire les marchés, etc. Moi, il me semble qu'elle ne va pas revenir, la croissance, c'est comme ça, parce que maintenant ça se passe ailleurs, c'est comme ça. Et en fait, là où les politiques ne veulent pas nous dire cette vérité, parce que c'est toujours un peu la méthode Coué, il faut leur dire que tout ira bien, et peut-être que du coup ça fera que ça ira bien. Bon. Moi je me dis, finalement, peut-être qu'on devrait faire cet électrochoc de dire, sachez-le, ça ne va pas revenir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et en vérité, c'est là où la bonne nouvelle arrive, c'est-à-dire que moi, je me dis, un pays comme la France, qui est tellement bourré de forces vives, hyper talentueuses, d'un dynamisme incroyable, il y a un nombre incroyable de bénévoles en France, de gens qui ont envie de faire des belles choses. Si on se disait, ok, puisque de toute façon, le modèle économique tel qu'il existe fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus tenir cette course, on va changer de paradigme. Et en fait, à ce moment-là, va s'ouvrir à nous plein de choses. Ce nouveau modèle, je suis sûre qu'il va en inspirer d'autres. Et quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on aura changé le curseur. Finalement, qu'est-ce qu'on a à perdre ? C'est notre modèle économique qui porte la responsabilité, avec notre complicité, bien sûr, mais qui porte la responsabilité profonde de l'état des lieux. Donc il faut changer le modèle économique. Et on sait que ça ne marche pas, que les grands soirs, les histoires, machin, communisme, tout le tintouin, on l'a compris, on sait. Par contre, on sait aussi qu'il existe aujourd'hui un modèle économique qui fonctionne, qui est l'économie sociale et solidaire, qui représente quand même 8 à 10% du PIB. Ça peut être le modèle alternatif de remplacement réel. Qui a moyen à la fois de créer de la valeur économique et de créer de la valeur pour tout le monde en préservant l'environnement et surtout les générations futures. C'est l'économie qui doit se remettre au service du vivant. C'est l'ensemble des flux économiques qu'il faut réinscrire
dans les capacités, dans la dynamique de la biosphère. L'économie, c'est d'abord des liens, des flux, et que c'est sur ces liens et ces flux qu'on peut travailler aujourd'hui pour remettre l'économie à sa place et réconcilier l'économie avec le vivant. Donc on peut avoir une activité économique compatible avec les capacités de régénération de l'écosystème, qui corrige cet écosystème et qui donne une solution pour l'avenir, et qui est un exemple. On doit expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait avec leur argent quand on est une banque. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'apporter une partie de mes économies à ce projet-là, à la Nef. La Nef doit être la seule banque actuellement qui publie la liste des prêts qu'ils ont fait et qui en sont fiers. Voilà, on a financé ça, ça, ça et ça avec vos sous et la liste est exhaustive. Et donc ça vous permet de savoir exactement ce qu'a fait l'intermédiaire technocratique qui est une banque des capacités de financement que lui donne la loi à partir de votre épargne. Les banques ne donnent pas l'information parce qu'elles savent que si on savait ce qu'elles font de l'argent, on ne le laisserait pas. La NEF répond toujours aujourd'hui aux exigences réglementaires en essayant toujours de garder cet alignement avec ses valeurs de départ, ses valeurs qu'on peut vraiment oser dire de fraternité. On a actuellement, avec le société d'investissement, on a réuni 36 millions d'euros, on a acheté 100 fermes. Et on a à peu près entre 2005 et 3000 hectares et on embauche 200 personnes, on loue, on a 200 fermiers à peu près qui travaillent sur ces fermes. Donc, je travaille aussi avec le réseau Cocagne, donc les jardins de Cocagne, qui sont des chantiers d'insertion maraîchers en bio. Aujourd'hui, il y a 120 jardins et ces jardins n'ont pas aujourd'hui d'outils financiers, n'ont pas de capital. Ce sont des associations pour pouvoir installer des nouvelles activités, des nouveaux jardins, des conserveries. Donnez-moi une seule et bonne raison pour qu'on finance un moulin à vent. À l'époque où on est. J'ai voulu une seule et une bonne raison. J'en ai une. Alors écoutez-moi bien. Il se peut que le banquier un jour vienne manger dans le creux de la main du meunier. C'est la seule et unique raison que je vous donnerai. J'ai fait un constat, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? À part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux ? Non. Donc à partir de maintenant, je vais faire ma boîte à mon image pour qu'elle me fasse vivre, mais où on ne raisonne pas argent. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. La vraie valeur d'une entreprise, c'est la somme des talents motivés. C'est avant toute chose une aventure humaine, un écosystème où le patron peut jouer beaucoup plus un rôle de mentor plutôt que de dirigeant, de chef d'orchestre plutôt que de chef de guerre. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? L'entreprise se développe. Moi, je ne suis pas pour la croissance, je suis pour le développement. On a un budget com qui est beaucoup moins important que d'autres sociétés, mais parce que moi, je préfère faire les choses différemment et après, du coup, être recommandé par les gens avec qui on travaille, parce qu'on les fait, j'espère, mieux et aussi d'une façon peut-être plus humaine, plutôt que de dépenser de l'argent dans de la pub. On n'a pas été sur un créneau juteux, hein. Franchement, la laine, c'est pas un truc. On fait de la production. Non, mais en France, aujourd'hui, faire de la production, mais bon, on ne fait pas d'économie avec ça. Hein. Bon, d'accord, les Chinois, les Indiens, ils font pas chier. Hein. Voilà, on a été là où c'était le plus difficile. Faire une entreprise dans un village à 1 heure de la première ville, on a été là où c'était toujours le plus difficile, mais on a réussi. Ce qui m'est apparu, c'est que ce côté paysan, je pouvais le relier à ce côté entrepreneur. En montant un projet où j'entreprendrai en respectant la terre. Aujourd'hui, économiquement, il y a deux sphères qui sont parallèles. Il y a le secteur marchand et il y a le non marchand. Moi, je veux être au milieu. C'est-à-dire comment faire à un moment donné en sorte que dans mon activité économique, pour autant, j'intègre de l'utilité sociale, de l'intérêt général. J'ai décidé d'être une entrepreneuse sociale et écologique. Plutôt que d'attendre que je puisse rentrer dans une entreprise, un cadre, une institution, un truc au moment donné où dès que je vais signer le contrat, je vais me rendre compte que ça va pas, c'est arrivé à chaque fois, c'est que je me suis dit je vais arrêter de signer des trucs et je vais créer de toutes pièces. Je me suis un peu lassée de cette poursuite toujours, de vendre des produits, de toujours mettre en avant nos produits qui sont forcément les meilleurs. Et je me suis en fait lassée du système commercial où je te donne, tu me paies, etc. J'ai perçu que énormément de gens sont fatigués, moi je l'étais,
de ces jeux de pouvoir, de cette façon qu'on a d'être en entreprise, où on n'ose pas être nous-mêmes, où on porte des masques, où on est tous des winners et tous des... Et j'ai perçu qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger, qu'il y a des gens partout dans le monde qui ne se connaissent pas entre eux, qui ont inventé quelque chose quasiment d'identique. Et donc voilà, j'ai décidé que c'est à ça que j'allais pour le moment consacrer mon temps. À partir du moment où on a des actions, où on place de l'argent, c'est pour avoir un rendement financier. Dans une coopérative, il y a cette dimension quand même économique qui est importante, puisqu'il faut bien qu'on arrive à vivre. Mais en même temps, c'est surtout dans la coopérative le fait qu'une personne, quel que soit son apport en numéraire, représente une voix, a quelque chose à dire aussi. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du bénéfice? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et c'est là où ça change tout. C'est que du coup, cet argent, il va être destiné à être réinvesti dans des nouveaux outils de production. Et aussi, il ne va pas être distribué à des actionnaires. Sachant qu'en plus, les actionnaires, chez nous, c'est les usagers. C'est-à-dire que chez Enercop, c'est les usagers qui possèdent l'entreprise, majoritairement. Et du coup, c'est pour nous la meilleure garantie d'être leur service, en fait. On a réussi à restructurer une filière laine locale. On travaille avec 250 éleveurs, on transforme 60 tonnes de laine par an, on est 45 salariés à travailler la laine. Qu'est-ce que moi je pouvais faire à mon échelle pour mettre en œuvre mes convictions et qu'en plus je le vive à travers mon métier. Et donc je me suis mis en tête de développer un projet, je dirais, sur le solaire thermique au travers d'une structure coopérative, parce que c'est ce qui me semblait le plus intéressant, dans la mesure où les objectifs n'étaient pas des objectifs liés au profit, à la recherche d'un profit immédiat. On se rendait compte aussi qu'on commençait à être pris par l'économie, que c'était comme l'économie qui commençait à nous dicter sa loi, il fallait faire toujours plus, et puis si on voulait continuer, il fallait prendre des agents, alors que nous on avait décidé de faire que de la vente directe, et qu'on se rendait compte que c'était ça qui nous permettait d'avoir la maîtrise de notre projet, de faire de la vente directe. Mais donc là, hop, on était en train de glisser. Puis bon, on se rendait compte que si on développe encore plus la laine, il va falloir qu'on s'installe dans la vallée du Rhône, parce que quand même, ça fait moins de route, Enfin, que la logique implacable de l'économie et du gain de productivité, etc., allait nous emmener comme les autres, quoi. Et à un moment donné, on a dit stop, on y reste, là, dans ce petit village, et on développe quelque chose qui est cohérent et qui va apporter plus de choses au village. « 2005, ouverture du marché de l'électricité, c'est la fin du monopole d'EDF, 2 nouveaux opérateurs entrent en scène, et là il y a 22 acteurs du monde de l'écologie, de l'économie sociale et des professionnels des énergies renouvelables qui se mettent autour de la table et qui disent il faut qu'on puisse proposer une offre renouvelable, éthique pour le consommateur d'électricité. Et c'est ce qu'on a fait au travers d'Enercop. On a fait du 100% renouvelable et une coopérative d'intérêt collectif qui garantit l'éthique de notre projet. Où les gens disaient on veut pouvoir mettre tout le monde autour de la table, les gens qui produisent, les gens qui consomment, les salariés de l'entreprise, passer par quelque chose où chacun va être impliqué, où c'est une dimension citoyenne, justement de se réapproprier un petit peu ce genre de choses. C'est quand même mieux que simplement d'aller nourrir quelques grands groupes à droite ou à gauche. Le parc qu'on va construire, là, c'est 4 machines qui vont alimenter en électricité 18 000 personnes. Alors, en gros, l'idée derrière, c'est pour une réappropriation citoyenne de l'énergie. Si l'éolienne, elle appartient à tout un ensemble de personnes dans le village, je pense que la vision de cette usine, parce que c'est quand même une usine aussi, est différente. On a décidé de faire un siège social recyclable, à énergie positive, et qui n'ait pas d'empreinte négative sur l'environnement, qui ait une empreinte écologique positive. Eh bien, nous, en quittant Péry, on a vraiment décidé de passer à l'acte et de tout mettre en œuvre pour qu'on ait une maison autonome. Et au lieu de perdre notre vie à la gagner avec de l'argent, eh bien, on a fait appel aux ressources des 4 éléments. À la base, c'est de s'inspirer du fonctionnement de la forêt. La forêt, elle fonctionne depuis des millions d'années par elle-même, sans apport de pesticides, d'engrais, d'intervention manuelle ni quoi que ce soit. Elle se nourrit d'elle-même. Les racines vont puiser les éléments dans le sol, elles remontent dans le feuillage tombe au sol, il se décompose,
qui se retransforme en éléments nutritifs. Et puis c'est un renouvellement perpétuel. La terre et le soleil et la nature sont vraiment dans le don pleinement. Le soleil ne se dit pas à un moment je vais donner moins ou je vais donner un petit peu, la terre autant. Ça donne pleinement tout ce qu'ils ont et c'est comment être en synergie avec ces éléments. Donc j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire remettre un moulin à vent en action et surtout le faire retourner à nouveau comme par le passé dans le but de nourrir le monde. J'ai décidé de m'engager dans les forces de vie de la semence. Parce que la semence est la transmission de la vie. Le pain qu'on vend là à la ferme, le blé, il a poussé à 3 km, ou même pas, qu'est-ce que je dis ? Ça dépend des années, mais là, il peut y avoir des parcelles qui sont à 500 mètres d'ici. Donc le blé, il a parcouru 500 mètres pour venir dans la cour de la ferme. Et puis ensuite, il est transformé directement ici en farine. Puis les clients viennent l'acheter là, 500 mètres. J'ai vu que la restauration scolaire sur le territoire, ici, les gens avaient du mal à se fournir localement. Eh bien, ça fait 4 ans que je travaille d'abord pour qu'ils aient envie de se fournir localement, et puis pour qu'il y ait une structure qui puisse les livrer. On ne peut pas continuer à empoisonner le monde avec ces saloperies qu'on balançait sur les céréales, quoi. Si on continue de détruire la terre de cette façon-là, nos enfants n'auront pas de terre pour pouvoir, s'ils le souhaitent, développer une agriculture naturelle. Ils se retrouveront avec des sols qui seront morts. J'ai une responsabilité, oui, un rôle et une responsabilité, c'est reconstruire des sols arables, des sols qui vont pouvoir nous nourrir et nourrir les générations futures aussi. Moi, quand je fais ça, c'est un terrain qui donnera tant que la terre continuera à tourner. Ce qui m'a fait dire stop, c'est que je voyais également les gens qui se servaient du monde agricole pour en vivre. Et c'était tellement tordu, c'est-à-dire qu'en plus, on se sert du monde agricole, mais on y met les outils aussi pour que le mec ne s'en sorte pas et qu'il revienne toujours vers celui qui va lui vendre encore plus de produits et qui va le faire rêver peut-être sur des rendements à l'hectare ou sur des rendements de viande. Et ça, c'est terrible parce que le mec, il croit là-dedans, et ça, je l'ai compris très vite, qu'on était là simplement pour se faire pomper le sang, quoi. Et ça, c'est ce qui est le plus terrible. Et aujourd'hui, s'il y a des paysans qui ne s'en sortent pas, c'est parce qu'en fait, ils ne voient pas ça. On ne va plus travailler ça, vous voyez, dans l'avenir, on ne va plus penser les quintaux, on va penser valeur énergétique hectare. C'est là le changement de conscience, voyez. Mais il faut que toute la chaîne en prenne conscience, voyez-vous. On va vers tel type de mode de consommation ou mode de vie parce qu'il n'y a que ça qui est possible aujourd'hui, c'est des choix par défaut. Mais des choix volontaires, conscients, c'est tellement précieux aujourd'hui. Le vrai sens de la démocratie, le vrai sens de la liberté, il devrait être là. C'est pas de choisir la couleur de sa voiture, c'est pas de choisir la marque de sa voiture non plus, c'est de choisir le type de mobilité que je veux. C'est pas de choisir si je veux une maison ou un appartement, c'est de choisir comment je vis dans cette maison, collectivement, cet appartement, avec qui autour de moi, quel voisinage, quel projet de quartier, quel projet collectif je construis autour de tout ça. Les vêtements, les livres, tout, les disques, n'importe quoi, notre ordinateur, tout a été construit à l'étranger, à voyager, à consommer du gasoil, à exploiter des gens dans d'autres pays, à entraîner des déchets en Afrique, etc. Donc moi je consomme aussi, plus je contribue à la protection de la planète et de l'humain. Donc on a constaté que dans l'alimentation bio il y avait une offre, mais qu'elle ne nous convenait pas car elle ne convenait pas à toutes nos valeurs. C'est plutôt une offre bio business. Donc on a voulu améliorer ça, proposer notre vision du bio, qui propage beaucoup plus de valeur. Ça démarre par le goût, je crois, en fait. Je crois qu'au fond, c'est la gourmandise qui génère tout ça. Tu vois, c'est-à-dire la tomate à toute saison, produit on ne sait où, qui n'a pas de goût. Principalement, c'est le problème des publicités dans la rue. Pour nous, c'est le fait que ce soit imposé, quoi. Parce que, par exemple, la radio, on peut l'éteindre, sur Internet, on peut bloquer la publicité, mais dans la rue, on peut vraiment rien faire d'autre que l'avoir sous les yeux. En plus, avec des très grands formats qui en fait, on est obligé de regarder.
Donc il y a un peu un écœurement par rapport à la quantité. Le truc tout simple, c'était de réduire les déchets, sans récupérer à la déchetterie tout ce qui était récupérable en l'état et vendable. Le triporteur en pleine action comme il est maintenant, c'est 52 tonnes de déchets divers qui sont revendus. L'idée, c'est de collecter des encombrants, de les réparer, éventuellement faire de la création à partir de ces encombrants, et surtout de les remettre dans le circuit par de la vente ou du don, pour éviter que ça finisse à l'enfouissement. Depuis 2009, on a collecté 20 tonnes, on a redonné la moitié au caritatif, on a équipé un atelier et puis on a créé un emploi. Aujourd'hui, on est à 350 aires de compostage. On en pose à peu près 50 par an. Donc aujourd'hui, à 350 aires de compostage, on estime que par an, on composte 4000 tonnes de biodéchets. Au travers d'une rénovation écologique d'une grande maison dont j'ai fait des chambres d'hôtes, j'essaye petit à petit de réduire mon empreinte carbone. Aujourd'hui, on a un bâtiment de 300 ans qui consomme 37 kWh au mètre carré par an. Pour vous donner une idée, un bâtiment de la Défense, c'est 1000 kWh par mètre carré par an. Il y avait vraiment l'envie et la motivation très forte de proposer aux enfants un nouvel exemple, de vivre ensemble, de vivre proche de la terre et de la nature, de vivre en intelligence avec cette nature. Monter une chorale pour dire au revoir aux personnes qui partent sans famille, sans rien, quoi. Ils sont là tout seuls, il faut trouver... on a trouvé un moyen pour leur dire au revoir. C'est pas un grand au revoir, mais au moins c'est un symbole, quoi. On laisse pas partir quelqu'un dans le trou à la tombe sans personne en disant au revoir. C'est au moins donner une dernière dignité à la personne qui s'en va. J'ai décidé de vivre en cohérence et d'incarner petitement ce que Gandhi disait, soit le changement que tu veux voir en ce monde. L'homme en moi cherchait plus de sens, avait cette vue plus globale, plus altruiste du monde, et que j'avais un passé dans le monde de l'entreprise comme dirigeant, j'ai essayé de fusionner les deux. Et donc j'ai quitté les responsabilités, entre guillemets, prestigieuses et autres, pour repartir à zéro. En août 2008, j'ai décidé de consacrer ma vie au travail bénévole, à travers plusieurs projets dont le fil conducteur est la transparence. On a un nouveau potentiel qui vient de la technologie, il faut l'utiliser pour changer la société. C'est quelque chose qui aura beaucoup d'impact, parce que ce qui pèse sur la démocratie actuellement, c'est la gestion et les soupçons de corruption. Montrer que c'est possible, qu'on peut effectivement prendre des initiatives, qu'on peut créer des projets qui ont du sens, même si c'est lâcher un CDI où on est bien payé. C'est tellement porteur de donner du sens à son projet et puis de voir aussi petit à petit les répercussions qu'une initiative personnelle peut avoir autour de soi. J'ai créé une fondation pour les artistes suite au décès de ma maman qui m'a laissé un héritage et donc je me suis retrouvée avec une somme d'argent dont j'avais pas particulièrement besoin. On donne la possibilité à des gens d'éprouver ce grand plaisir de donner. J'ai tout simplement envie de regarder mes enfants droit dans les yeux et d'assumer les choix que je fais. Ne pas leur faire porter toute la charge qu'ils vont avoir à endurer en fait. Mon rôle aussi, c'est de rallumer l'espoir et l'espérance chez les gens. Sinon, il n'y a pas d'action. Et j'ai décidé de continuer à être accoucheur d'espérance. L'artisanat de l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est de faire des voyages dans le futur. Alors, c'est une formation qu'on fait tous les 6 mois avec 25 personnes qu'on choisit. À l'idéal, elles viennent de la moitié du CAC 40. Il y a 2 places pour des ONG, 2 places pour des collectivités territoriales, 2 places pour l'État, des entrepreneurs, des chômeurs, un artiste et un journaliste. Et pendant 6 mois, une fois tous les 15 jours, on les fait s'évader finalement en conscience vers un 2040 réussi. Et j'ai 55 experts qui viennent tantôt leur donner de l'inspiration, tantôt de la controverse, tantôt de l'aspirationnel. 6 mois après, ils reviennent, ils sont devenus des conspirateurs positifs qui sont en réseau pour essayer d'activer la métamorphose du monde. Nous, êtres humains, notre intelligence individuelle, elle est considérable. En termes d'intelligence collective, on est complètement nuls. Il faut le dire, il faut oser le reconnaître. Et on a énormément à apprendre de la vie, du vivant, des insectes sociaux et de tous les organismes qui nous entourent.
Et on se rend compte que souvent le plus adaptable, c'est celui qui coopère le plus. La solution, elle n'est pas dans la compétition, elle est dans la coopération. Dans tous les territoires, dans tous les domaines, il y a des gens qui aspirent à partager, à coopérer. Donc il faut s'appuyer sur eux. J'ai tendance à dire aussi qu'il faut éviter les zones pathogènes, les zones de pouvoir. Il faut faire avec les gens qui ont envie de faire, les accompagner, diffuser, essayer de passer à l'échelle quand c'est possible, mais pas passer d'énergie à convaincre les gens qui ne veulent pas être convaincus. Les territoires en transition, on le fait avec les gens qui ont envie de cette transition, et puis petit à petit, on essaye de gagner la majorité. On a décidé d'échanger, de créer un réseau d'échange de matériel et de compétences entre personnes qui sont proches les unes des autres, ou on pourrait dire on a décidé de faire des choses chouettes et de passer du bon temps ensemble. J'ai eu envie de réunir des gens, de faire des ateliers d'échange de savoir-faire, des ateliers de recherche d'emploi. En étant relié aux autres, en faisant plus de choses par soi-même, en mutualisant, en sachant qu'on peut bénéficier d'un camion, d'une remorque, de quelque chose qu'une personne du groupe a, ben finalement on a besoin de moins et finalement on peut faire cette transition. De pouvoir créer un échange entre jardiniers d'un même village. Chacun de son côté voit ce qu'il a en réserve, garde d'abord ce qu'il a besoin pour sa propre famille et ensuite peut le surplus partager. Il y a toujours du surplus, partager ce surplus et l'échanger. Potager collectif, ça c'est formidable ça. Voilà, en tout cas, toute action comme ça qui fait qu'avec tes amis, tu n'es pas juste amis pour boire à l'apéro, mais tu bâtis une histoire ensemble. C'est fantastique, on ne peut pas s'imaginer, disons, ce que peuvent se raconter les personnes âgées et les enfants. Mais ils sont tellement très près l'un de l'autre, finalement, ils s'accordent et on dirait qu'ils sont presque des copains, je dirais. Le mardi et jeudi, c'est nos habitudes. On vient à la cantine, voilà. Avec Court-Circuit, on a créé des groupes d'habitants qui commandent sur une mercuriale, sur un listing chaque semaine à une trentaine de producteurs. C'est livré dans le village, mais pour moi c'est très important que c'est aux habitants de s'organiser pour faire la distribution. Donc les carottes et tout arrivent en vrac et c'est eux qui pèsent et qui... Voilà. Aujourd'hui, c'est montrer qu'aussi dans un projet local, on peut aller vers un fonctionnement coopératif où on arrive à travailler ensemble et on fait appel au meilleur de chacun et à l'intelligence collective. Je pense qu'on doit avoir compris 10% de ce que c'est que la coopération, à peu près, comment ça fonctionne, c'est quoi les méthodes, les outils, les postures politiques. Je pense qu'on est vraiment au balbutiement de quelque chose. Donc les choses, on est au-devant de chantiers fabuleux et de compréhensions fabuleuses. Et en même temps, ces 10%-là, tu les mets dans plein de contextes, mais les gens, tu les décoinces, mais comme des gros fous. J'ai décidé de favoriser le changement des politiques éducatives en France. Il y a déjà des pratiques qui sont en cours et qui mettent l'enfant au centre de l'acte éducatif. Pas pour en faire l'enfant roi, mais pour que cet enfant soit considéré comme un individu, un être humain à part entière. Le potentiel et la richesse et le trésor que chaque enfant recèle est valorisé. Est reconnu comme quelque chose d'unique. C'est extraordinaire si au lieu de partir de ce qui nous manque, nous partons de nos richesses. Et nous avons tous des richesses. Et les enfants, outre le fait d'être vraiment des êtres de joie, pleins de joie de vivre, le sont davantage lorsqu'ils sont en contact, ils sont amenés à être en contact avec ce potentiel qu'ils ont. On dévalorise un grand nombre d'enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui vont perdre leurs ressources, qui vont perdre leur identité. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi ressources que moi finalement dans la classe. Donc moi, je suis institutrice et le métier que j'ai choisi, c'est de transmettre des connaissances. Et la première connaissance à acquérir, c'est la confiance en soi et le bonheur. Donc ma pédagogie, c'est celle du bonheur. C'est le plus beau programme, je pense, que pour avoir l'éducation nationale. C'est rendre les élèves heureux avant même de leur remplir la tête avec des connaissances autres. Il faut d'abord s'assurer qu'ils sont en état de recevoir ces connaissances.
Si les enfants sont plus heureux, ils apprennent plus facilement et plus vite et tout le monde est content. Déjà, on a une histoire à raconter, c'est ça qui est bien. Le sentiment que ça m'apporte, c'est que je suis vraiment acteur très positif de cet écosystème. Ça nourrit mon besoin d'optimisme. Je ne peux pas m'enfermer dans un truc négatif durablement. Moi. Je suis plus en accord avec moi-même. La personne qui reçoit le plus dans cette histoire, c'est moi. Forcément, puisque c'est moi qui donne. Ça me donne le sentiment d'être harmonieuse, d'être unifiée. Voilà, c'est très agréable. Moi, je suis pleinement avec moi-même et c'est ce qui me donne cette énergie, cette confiance en même temps pour développer mon projet. C'est porteur en plus, ça plaît aux gens, parce que les gens ont besoin de se rassurer aussi. Devant ce monde qui va trop vite, de voir que certains marchent à un autre rythme, mais sur des choses qui sont très, très basiques, très logiques, très, très calées, ça les rassure. Et beaucoup de gens viennent au moulin en disant ça fait du bien, on est rassuré pour l'avenir. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. C'est la satisfaction d'être un maillon de la chaîne. Quand on voit qu'on n'est pas seul, et quand on voit que c'est sur tous les continents, dans tous les champs et dans toutes les générations, tu te dis waouh, je me sens dans l'air du temps là. Et pas n'importe lequel, parce que c'est celui qui vient en plus. Tu marches sur les sentiers de ton idéal et puis tu vois toutes les personnes fantastiques que tu rencontres. Donc c'est une forme de chef-d'œuvre. J'ai vraiment confiance dans les capacités humaines, dans le potentiel de tous de chaque individu. Là, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a tant de gens qui ont envie d'y aller et qui participent et qui mettent de l'énergie. Et on entend tellement partout aussi que les gens sont déresponsabilisés, qui font rien, qui se prennent pas en main. Là, le mouvement qu'il y a, où on a des coups de fil tout le temps, des adhérents, ouais, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça, c'est waouh. Travailler sur l'énergie, travailler sur la réappropriation citoyenne, là c'est travailler sur un projet de société, quoi. Là c'est peut-être changer le monde, même si c'est un peu grandiloquent. Tout s'est ouvert. J'ai mieux compris. Alors tout s'est ouvert, c'est un éclat, et en même temps, tout n'est pas fait. Il y a tout à faire, mais tout s'est ouvert. Le fait qu'on soit plusieurs et qu'on soit en collectif, et le fait aussi qu'à ce moment-là, je suis un petit peu un citoyen parmi d'autres qui intervient à cet endroit-là, c'est un peu une reprise de droit en fait sur cet espace commun, cet espace public. Et on s'aperçoit que oui, collectivement, on peut se confronter à des sujets très compliqués et avancer. Et de voir que même des gens qui ne sont pas forcément très experts, quand tu travailles sur des logiques de coopération d'intelligence collective, tu peux arriver à des résultats qui sont de haute qualité. Donc c'est pas que toi, c'est pas que en France, c'est pas que en Occident, c'est partout dans le monde. Quand tu cumules tout ça, tu commences déjà à te poser et à te dire, là on est dans une histoire de l'humanité. Il y a aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas que tout le monde bouge pour que l'ensemble bouge. Les études sociologiques montrent qu'on doit atteindre une masse critique. Je vois que c'est en train d'arriver. On approche doucement de ces 18-20%, cette masse critique qui à un moment fait basculer 60% du système derrière et donc qui emmène tout le système.